Amis de la culture, salutations et bienvenue dans votre espace culturel, le Café des Arts, le lieu où se rencontrent écrivains, essayistes, réalisateurs et tous ceux qui contribuent de près ou de loin au rayonnement de l'identité culturelle algérienne. Et en parlant d'identité culturelle algérienne, quoi de mieux que notre invité du jour, un invité de très grande marque, un auteur dont la plume et l'engagement intellectuel font trembler bien des certitudes. Auteur, chercheur et fin analyste des dynamiques géopolitiques, il dresse un regard aiguisé et sans concession de l'actualité géopolitique. Il sera parmi nous dans un tout petit moment pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de cette émission. Donc on vous dit à tout de suite, juste après ceci. Plateau, mesdames et messieurs, avec notre invité du jour, un invité de très grande marque, l'écrivain, chercheur, essayiste, Monsieur Ahmed Ben Saada. Monsieur Ben Saada, marhaba bik. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir. Merci beaucoup de m'avoir invité, et surtout dans ce cadre très, disons, friendly. Oui, exactement. Pour ne pas dire autre chose, et surtout aussi dans cette avenue qui est pour moi une très très belle avenue, en plein centre d'Oran, la ville que j'adore au-dessus de tout, et la ville qui est, en fait, Oran pour moi c'est le centre de gravité de toute ma vie. Oui, absolument, absolument. En fait, tout le plaisir est pour nous, Monsieur Saada. Je sais que vous avez un planning très très chargé, donc merci d'avoir pris le temps de faire une petite pause café avec nous pour parler un peu de vous, de votre histoire, comment vous vous êtes retrouvé sur le devant de la scène, comme aujourd'hui d'ailleurs, avec vos ouvrages qui aujourd'hui sont considérés comme des références. On va en parler plus en détail. Alors déjà, Monsieur Saada, la première question que je voulais vous poser, c'est comment un physicien, donc, parce que vous êtes physicien de formation, s'y retrouver aujourd'hui considéré comme une référence dans le domaine de la politique et même de la géopolitique en Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est pas, en fait, moi premièrement il y a le côté écriture. Moi j'ai toujours été passionné de lecture. Je suis un très grand lecteur. Je suis carrément un rat de bibliothèque. Quand j'étais jeune, j'achetais des livres et je les revendais d'ailleurs pas loin d'ici, sur les arcades. Et avec l'argent que je récoltais, j'allais acheter des livres aussi. Il y avait des livres qui se vendaient ici sur les arcades, et aussi à Mdijdida, la ville nouvelle, il y avait toute une rue où on vendait des vieux livres. C'est toujours le cas d'ailleurs. C'est toujours le cas. Et d'ailleurs, j'ai toute une collection de vieux livres chez moi qui datent justement de cette époque. Alors je lisais tout, que ce soit les romans de Fleuve Noir, de policiers, je lisais les contes et légendes, je lisais les grands auteurs, Pearl Buck, Tolstoï, etc. Donc je suis vraiment un amoureux de la littérature, et je n'ai pas vraiment de préférence par rapport à la nationalité. Peut-être pour Tolstoï que je trouve, je mettrai au sommet de mes préférences, mais disons les auteurs américains, les auteurs français, les auteurs arabes. Pour les arabes, Naguib Mahfoud est pour moi aussi une grande référence. Il y a aussi Amin Malouf aussi que j'aime beaucoup. Et donc pour moi la littérature ça fait partie de moi-même. Et donc aimer la littérature, ça vous pousse à écrire. Et donc j'ai commencé à écrire des poésies quand j'étais au lycée. D'ailleurs tous mes amis les prenaient puis les lisaient puis les tapaient même avec les petites machines à écrire. Ils me les tapaient, je les ai encore d'ailleurs. Et je remercie mes amis que j'ai perdus, mais dans les années 70. Et donc moi j'ai commencé à ce temps-là, j'ai commencé à écrire. Et puis est venu le temps de choisir une carrière. Et j'ai choisi, je ne sais pas pourquoi, au début je voulais faire architecture, mais après bon ça s'est orienté vers les sciences exactes et la physique. J'ai adoré la physique. Donc j'ai fait toute ma carrière en physique de chercheur, j'ai fait un DES, j'ai fait un magistère et un doctorat à Montréal, où je suis resté depuis plus de 30 ans. À Montréal d'ailleurs, où vous avez même réalisé des ouvrages, des manuels. C'est ça, donc voilà, exactement. Donc j'ai fait des recherches en microélectronique, mais après je me suis en fait réorienté vers l'enseignement pour les jeunes dans les écoles secondaires, et j'ai écrit beaucoup d'ouvrages qui sont considérés comme
comme des références. Voilà. Comme l'ouvrage qui est présent. L'ouvrage Quantum Physique, qui est en fait un ouvrage en mécanique et en optique pour les étudiants de secondaire 5. Oui. Mais j'ai écrit d'autres aussi, et surtout les guides pédagogiques. J'ai écrit beaucoup de guides pédagogiques, comment utiliser des livres pour enseigner. En fait, c'est très intéressant. Très bien. Donc finalement, l'écriture, elle a toujours accompagné votre vie. Exactement. Donc l'écriture, oui. Alors on a en fait le fond. Moi, je dis que je suis passé par 3 phases. La phase de ma carrière physicien. Oui. Ensuite, il est venu une autre phase, la phase du pédagogue, dont j'ai écrit beaucoup en pédagogie. Oui. J'ai donné beaucoup de conférences en pédagogie, d'ailleurs même ici en Algérie, oui. Au niveau de la formation des inspecteurs en enseignement de la didactique des sciences. Et la troisième phase de ma vie, c'est la politique, la géopolitique, oui. Où je me suis beaucoup engagé. Alors, je me dis toujours que la politique est tellement importante que tout citoyen doit avoir son mot à dire. Oui, et donc, bon, on le fait avec nos moyens, mais quand on l'a fait bien, et moi, en fait, je remercie Dieu de m'avoir fait connaître la physique, parce que la physique demande de la rigueur dans l'analyse et éviter le côté sentimental que mes collègues, disons, de sciences sociales ont un peu. Oui, oui. Moi, je reste très cartésien par rapport à mes analyses, oui. Et je me rends compte, et les lecteurs aussi, que très souvent, je ne suis pas très loin de la vérité. Oui. En tout cas, quand on voit certains de vos ouvrages, comme par exemple l'ouvrage qui est considéré comme une référence aujourd'hui, Arabesque, oui. Quand on voit la réaction et la réception qu'il avait eue au début, oui. Et aujourd'hui, comme on les considère, on voit quand même... Exactement, j'ai été vilipendé par beaucoup de gens après cela, parce oui. Que en fait les gens n'ont pas compris que ces révolutions... qualifié de complotistes. De complotistes, oui. Énormément de complotistes, et même j'ai reçu à un certain moment, mon site a été inondé d'insultes, etc. J'ai vraiment été... d'accord. Vraiment. C'est même allé jusqu'au harcèlement. Oui, c'est vraiment au harcèlement, parce que les gens ne comprenaient pas ma position. Moi je ne suis pas nécessairement pour les dictateurs, pour les dictatures, je suis pour la démocratie, j'ai vécu énormément au Canada, oui. Donc mais ce que je dénonce, c'est que ces mouvements-là, qui sont des mouvements sociaux, des mouvements de révolte, ne sont pas intrinsèques, c'est-à-dire qu'ils sont pas, ils sont toujours, il y a toujours en fait une main qui fait bouger les acteurs, oui. Et donc ces mains-là, c'est ce dont on parle actuellement beaucoup, l'USAID par exemple, la ANED, la National Endowment for Democracy, oui. Et le Freedom House, toutes oui. Des agences en général américaines, oui. Qui financent des ONG, qui ces oui. ONG-là vont fomenter. Alors les mouvements de révolte populaires sont normalement, c'est des mouvements, s'ils sont vraiment intrinsèques, c'est des mouvements salutaires pour le pays. Oui. Mais quand ils sont payés par des étrangers, ça oui. Veut dire qu'ils ne suivent pas oui. Ils répondent à un cahier de charge. Voilà, un cahier de charge. Et comme on dit si bien, celui qui paye l'orchestre, c'est lui qui choisit la musique. Oui, absolument, très intéressant. Alors, Monsieur Ben Saada, en fait, la question, avant d'y retourner pour en parler un peu plus en détail, ma question c'est, quel a été le déclic pour vous pousser à rédiger cet ouvrage Arabesque? Alors, le déclic pour Arabesque, c'est que je voyais que dans la presse mainstream, on n'en parlait pas. Et pour moi, c'était évident, il y avait des documents. Par exemple, je vais voir Wikileaks, on parle en détail. Je vais voir les documents officiels de la National Endowment for Democracy. Ils disent qu'ils financent des ONG, ils leur donnent. Et les personnes qui sont à la tête de ces ONG, c'est eux qu'on voit à la télé, c'est eux qui sont en fait mis de l'avant comme étant des révolutionnaires, alors oui. Qu'ils sont payés par des puissances étrangères. Et ils ont été formés, on a des listes de gens qui ont été formés, oui. Qui ont rencontré des théoriciens de ce qu'on appelle la guerre non violente. Donc oui. Comment changer une société sans qu'il y ait effusion de sang. Oui. Et tout ça a été théorisé en particulier par Gene Sharp, le philosophe américain, qui a écrit un livre qui s'appelle « De la dictature à la démocratie ». Oui. Donc, Monsieur Ben Saada, par exemple, beaucoup de personnes aujourd'hui et même d'analystes voient ces printemps arabes comme des soulèvements purement populaires. Vous,
vous soulignez dans votre ouvrage la présence d'ingérences étrangères. Exactement. Donc, exactement. Alors, mon ouvrage, en fait, il y a eu ce qu'on appelle des révolutions colorées dans les anciens pays de l'Est, hein, en Serbie en 2000, en Géorgie en 2003, oui. en Ukraine, d'ailleurs que le problème persiste jusqu'à maintenant en 2005, en 2004-2005, et il y a eu aussi d'autres en Kyrgyzstan en 2005, il y a eu au Liban en 2005 aussi, il y a eu une révolution qu'on appelle la révolution du cèdre. Donc tout cela a été très bien documenté. Moi, j'ai beaucoup écrit sur cette période-là, j'ai beaucoup écrit sur les révolutions colorées, et lorsqu'il y a eu le printemps arabe, je me suis posé la question suivante. Est-ce que le printemps arabe n'est pas un remake des révolutions colorées? Et lorsque j'ai regardé les personnages qui étaient mis de l'avant, les personnages, que ce soit en Égypte, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye, que ce soit en Tunisie, tous ces gens-là, les jeunes qu'on voit, ce qu'on appelle les cyberactivistes, ont été formés par des officines américaines en particulier, parce que bon, les autres pays, les Américains, ils ont ça de particulier, c'est qu'ils divulguent, c'est-à-dire ils ne cachent pas l'information. Alors que les autres pays, comme la France, il faut un peu creuser. D'ailleurs, j'en ai parlé un peu quand il s'agissait du Hirak, j'ai parlé aussi du rôle de la France, mais toutes les puissances ont intérêt à mettre leurs pions dans les pays, surtout quand les pays sont riches et qui veulent s'accaparer de leur richesse. Donc ils vont mettre des pions pour essayer de... il y a un mouvement populaire qui est réel. Il y a des problèmes réels dans nos sociétés, que ce soit des problèmes liés à la démocratie, à la corruption, oui, au manque, disons, aux problèmes socio-économiques, etc. Il y a ces problèmes-là, oui, mais de là à essayer de monter sur la vague des protestations et d'essayer de détourner les mouvements au profit des puissances étrangères, c'est là où je vais sonner, voilà, je tire la sonnette d'alarme. C'est pas, je suis pas contre nécessairement les changements démocratiques. Bien au contraire, nous devons être très critiques par rapport à nos pays, par rapport à nos décideurs, par rapport aux gens qui nous dirigent. Nous devons être critiques, mais nous devons le faire nous-mêmes. Et là, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que ces gens-là suivent des agendas qui ne sont pas nécessairement bons pour les pays, en particulier pour l'Algérie. Quand on voit aujourd'hui ce que devient la Libye, voire même la Syrie... Alors, le meilleur cas, c'est le cas de l'Ukraine. L'Ukraine, il y a eu une révolution colorée en 2004-2005 qui a mis au pouvoir des gens qui étaient pro-occidentaux, pro-américains. Oui. L'USAID, la NED, Freedom House, tout le monde... Ces gens-là, c'était des jeunes qui ont participé, comme on l'a vu dans le Hirak, et qui ont réussi à faire un régime change, mais à l'américaine. Oui. Pendant 5 ans, il y a eu un gouvernement pro-américain. Quand il y a eu les élections suivantes, ils ont été complètement balayés. Le président Yushchenko a eu quelques pourcents de vote. Oui. Et donc il y a eu un retour de manivelle, et dès que il y a eu une élection qui était légale, qui a été approuvée par l'Union européenne, etc. Et M. Yanukovych a pris le pouvoir, et quelques années après, on lui a non seulement fomenté une révolution, c'est ce qu'on appelle l'Euromaïdan, oui, et il a fui, il a été obligé de fuir, et nous voyons comment l'Ukraine est devenue actuellement avec la guerre, etc. Tout cela a commencé avec la révolution colorée, ce qu'on appelle la révolution orange, qui a été fomentée par des puissances étrangères, en particulier les Américains. Très bien, très bien. Et d'ailleurs, oui, je profite de l'occasion, oui, que j'ai souvent parlé du rôle de l'USAID, etc. Oui, oui. Et les gens me traitaient de complotiste dans le temps. Alors que maintenant, on en parle, toutes les chaînes de télévision parlent, toutes les chaînes mainstream, hein, les chaînes CNN ou TF1 ou autres, parlent de l'USAID comme étant une entité qui fomentait justement des
des soulèvements et des régimes change. Alors que quand nous on en parlait, quand moi particulièrement j'en parlais, on me traitait de complotiste. D'ailleurs il y a des livres où on cite Ahmed Ben Saada, complotiste, vraiment des livres, pas juste des articles. Oui, oui, théorie du complot, complotiste, etc. Eh ben, en tout cas, on rappelle à nos chers téléspectateurs que votre ouvrage vient d'être republié, donc réédité chez les éditions ANEP dans une version enrichie. Exactement. Donc, alors la première version, elle a été éditée au Canada en 2011. Oui. Ensuite, cette version-là a été éditée en Belgique par mon ami Michel Collomb. Mais par contre, ce que je me fais un point d'honneur de ne pas donner les droits d'auteur pour l'Algérie aux étrangers, parce que je veux absolument qu'il y ait une édition algérienne qui soit accessible en dinars pour mes concitoyens. Donc à chaque fois que j'écris un livre, je garde les droits d'auteur de l'Algérie que je donne à une maison d'édition algérienne, parce que c'est très difficile de se procurer des livres à l'étranger, parce qu'il faut payer en devises, etc. Et donc cette version-là date de 2016. La version belge, elle date de 2015, celle-là de 2016. Oui. Voilà. Et il y a eu plusieurs rééditions de ce livre-là, qui a été traduit d'ailleurs en arabe. Oui, c'est vrai. Il est important aussi de le rappeler, c'est que la plupart de vos ouvrages sont disponibles dans les deux langues. Exactement. Oui. Comme celui dont on va parler actuellement, un ouvrage qui aujourd'hui aussi il est considéré comme une référence, c'est Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien. Voilà, donc ça c'est un livre que j'ai écrit sur le Hirak. En fait, c'est pas très compliqué, j'ai pris toute la théorie que j'ai développée pour Arabesque, je l'ai appliquée à l'Algérie, j'ai essayé de regarder les câbles Wikileaks, les financements des ONG, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similarités. D'ailleurs j'ai écrit très tôt, le Hirak a commencé en février 2019, en avril 2019, j'ai écrit un article qui s'appelle « 8 ans après la printanisation de l'Algérie » qui était en fait prélude à ce livre-là. Il m'a semblé comme une sorte de suite à Arabesque. Exactement. Est-ce que vous l'avez pensé comme une suite? Je l'ai pensé comme une suite, c'est-à-dire j'ai appliqué les mêmes principes, la même analyse que j'ai faite pour d'autres pays. Je l'ai faite dans mon livre, je parle de l'Égypte, je parle de la Tunisie, je parle de la Libye et d'autres pays qui ont été touchés par le printemps arabe. Et j'ai fait la même chose pour l'Algérie. Et donc, quand on fait la même chose pour l'Algérie, on tombe sur énormément de similitudes. Très bien. Au fait, une question que je voulais vous poser aujourd'hui, et je vais profiter un peu de votre expertise pendant que vous êtes là, c'est qu'on voit que l'Algérie n'a jamais été perturbée par ces mouvements-là, que ce soit le printemps arabe, le Hirak, voire même le Hirak a été quelque chose de béni pour l'Algérie. Donc, selon vous, qu'est-ce qui a immunisé notre pays contre ce type d'ingérence? Alors, moi je dirais qu'en 2011, on a été immunisé par la décennie noire, parce que le peuple algérien a beaucoup souffert de la décennie noire. Je rappelle qu'il y a eu au-delà de 200 000 victimes, sans compter tout ce qui s'est passé ailleurs, les destructions, les changements de résidence, etc., toutes les campagnes qui se sont vidées. Donc c'était une décennie extrêmement douloureuse pour le peuple algérien. Et donc rentrer dans une autre confrontation, une autre entre guillemets révolution, ça a été je pense que le peuple algérien a été immunisé. Par contre, en 2019, nous avons échappé au pire, par exemple. À ce moment-là, il y avait autre chose. On était quand même quelques années après la fin de la décennie noire. Et donc, moi je pense qu'il y a eu une prise de conscience par rapport aux écrits de certaines personnes comme moi et d'autres qui ont écrit et qui ont essayé de faire comprendre que, en fait, il y a des problèmes, il y a un changement de pouvoir au niveau de ce qui se passait en 2019, donc une action contre le 5e mandat du président Bouteflika, mais il y a eu une tentative de monter sur la vague du Hirak, justement pour aller beaucoup plus loin. Il y avait une menace contre l'institution militaire, contre l'institution présidentielle, contre en fait les institutions qui tiennent le pays. Et normalement, on ne doit pas toucher aux institutions. Nous pouvons être contre la politique des personnes et essayer et tous les mouvements dont j'ai parlé, tous les personnes et les mouvements
dont j'ai parlé dans le livre étaient financés par l'étranger. Donc ça aussi, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas faire une vraie révolution si on est appuyé, financé et formé par des étrangers. J'ai une question là-dessus parce que vous me tendez la perche. Pour parler concrètement du mode opératoire des ONG, parce que c'est les ONG qui reviennent le plus souvent dans vos ouvrages, pour donner un peu et éclairer nos chers téléspectateurs, quels sont les mécanismes, pour parler un peu concrètement, quels sont les mécanismes de fonctionnement de ces ONG? Comment ils fonctionnent concrètement? Alors, comment ils exercent leur pression sur en fait, ce que j'appelle moi l'ONGisme, donc tout ce qui concerne les ONG, ça a été créé sous Reagan. En fait, c'est le néolibéralisme qui a créé les ONG, c'est-à-dire que les gouvernements, il y a certains secteurs où les gouvernements se sont retirés et ils ont, au lieu de s'occuper de cela, donc ça a commencé aux États-Unis, et donc au lieu de s'occuper de certains secteurs, ils l'ont donné à des ONG. Il y a des ONG qui font du très bon travail, mais les ONG qui font de la politique, à ce moment-là, ce sont des ONG qui sont très dangereuses. Et juste pour vous dire, en 2015, l'USAID, la National Endowment for Democracy, et d'autres, je les cite ces deux-là parce que c'est les plus connus, ont été interdites en Russie. Ils ont été interdits dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. Donc, les gens ne sont pas dupes. Ils ont vu pour les mêmes raisons alors, parce qu'elles finançaient des ONG. Parce que ces organismes comme l'USAID et la NED, ils financent des ONG. C'est eux qui financent les ONG. Et les ONG, ils suivent un agenda. Ils ont quoi faire. D'ailleurs, la NED, quand elle donne de l'argent, elles disent voilà, vous devez faire ça, faire ça. C'est vraiment très bien décrit. D'ailleurs, dans mon livre Arabesque, à la fin, il y a des références. Même dans le livre des ténors aussi, à la fin, il y a des documents que j'ai mis en annexe. Et donc, ces ONG-là ont un agenda bien précis. On les paye pour faire telle ou telle chose. Et donc, en général, ces ONG ne vont pas, sous le prétexte de vouloir changer la démocratie, changer le mode de gouvernance, etc., vont fomenter des troubles et ils vont aller jusqu'à être nocives pour le pays. Et j'ai montré en fait, il y a plusieurs institutions, que ce soit des ONG, ou des fois c'est des radios, ou des web TV, etc., qui sont financées pour en fait, alimenter un certain discours qui est négatif pour le pays en question. Très bien. Monsieur Bessaada, on va profiter un peu du temps qui nous reste pour aborder l'ouvrage qui fait le plus parler de lui en ce moment. Mais tout d'abord, j'aimerais faire une petite parenthèse. Pour parler un peu d'une facette de votre carrière qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est la facette de conteur. Donc à travers un ouvrage que je trouve fascinant, c'est Tiski, ou la plus belle fille du Tassili. Ah bah oui, elle est très belle cette Tiski-là. Alors là, on s'éloigne carrément, de tout ce qui est politique. Alors, je vais vous dire une chose, en 2000, je pense que c'était en 2010, j'étais à Montréal, et c'était en fait les vacances de fin d'année, et donc j'étais chez moi, il y avait 1,5 mètre de neige dans mon jardin. Et donc j'ai vu l'annonce, sur Canal Algérie d'ailleurs. Ils ont fait une annonce concours contes et légendes. Et donc je me suis dit mais pourquoi je ne participe pas à ce concours. Et donc et puis donc ça a été un challenge. Ça a été un challenge pour moi. Je n'avais jamais écrit de contes. Par contre, j'ai lu énormément de contes et légendes. Vraiment, c'était des livres que j'adorais, les livres de contes et légendes. Il y a toute une série comme ça, d'une collection de contes et légendes de différents pays. Je l'ai dévoré quand j'étais jeune. Et donc, je me suis dit, mais j'ai jamais écrit un conte, donc comment écrire un conte? Donc, je suis allé fouiner un peu, voir un peu comment le conte se construit. J'ai aussi, comme c'était précisé, les contes et légendes, c'était
au Tassili, donc il fallait que ça soit dans la région du Tassili. Donc je me suis intéressé à la géographie du Tassili que je n'avais jamais vue. Exactement, exactement. C'est une région que vous n'avez pas. Je n'avais jamais vue. Jusqu'à présent d'ailleurs. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore vue. Et j'attends une invitation. Et après, tout ce qui est, en fait, je me suis intéressé aux gravures rupestres, je me suis intéressé à l'anthropologie de la région. Mais mon conte, il date de 5000 ans avant Jésus-Christ. La période où justement cette région-là était verte, où il y avait des forêts, etc. D'ailleurs, les gravures rupestres, elles montrent ce côté-là, avec des animaux qui existaient dans ça. Avant la désertification, il y avait de l'agriculture. C'est une région très riche, il y avait énormément d'animaux qu'on trouve enfin plus au sud, parce qu'il y a eu la désertification. Et donc, je me suis intéressé donc, à cette période-là. J'ai regardé les travaux des anthropologues, j'ai beaucoup lu. Et bien sûr, j'ai écrit le conte, mais le conte était un peu, il fallait écrire, je pense, 3 pages. Et raconter une histoire en 3 pages, c'était pas évident. Il fallait vraiment Alors, je l'ai écrit parce que j'aime la littérature, j'aime écrire, j'aime l'écriture. J'écris tout le temps, je lis. Moi dans ma vie, soit je lis, soit j'écris. C'est toujours ces activités-là qui me passionnent. Et donc, j'ai écrit le conte, je l'ai envoyé à l'adresse qui était indiquée et j'apprends comme une bouteille à la mer. Voilà, et j'apprends que j'ai gagné le premier prix à l'unanimité du jury. Alors là, j'étais vraiment content. L'unanimité du jury. Est-ce que, mais au fait, maintenant j'essaie de le caser un peu dans votre carrière. Est-ce qu'à un moment donné, vous aviez besoin de respirer un peu? Oui. Vous avez besoin de quelque chose de plus léger suite à des ouvrages plus très denses et très bon, les gens ne savent pas, mais je prépare un recueil de nouvelles. Donc, alors de temps en temps, j'écris des nouvelles. Alors ça prend beaucoup de temps, ça fait très très longtemps que j'ai commencé cette activité-là. Mais j'en ai écrit quelques-unes, vraiment des nouvelles qui n'ont rien à voir avec le domaine de la pédagogie ou le domaine de la physique ou de la politique, mais vraiment des nouvelles qui sont reliées au vécu des gens, qui partent en fait d'histoires plus ou moins réelles, et puis qu'on essaie de rendre plus ou moins romanesques. Et donc j'ai des activités comme ça, c'est-à-dire que j'écris pas mal de choses qui n'ont rien à voir avec la politique. Histoire de vous libérer un peu. Exactement. De les laisser libre cours à votre imagination. J'ai écrit une nouvelle sur... en fait, j'ai écrit une nouvelle sur les nouvelles de Tolstoï. Les nouvelles de Tolstoï que j'ai adorées, que j'ai encore... et je raconte l'histoire, ma rencontre avec ce livre-là, ma rencontre, comment... Voilà. Et cette nouvelle, j'espère qu'elle va être publiée bientôt. Et puis... c'est une nouvelle qui a été utilisée, justement, je l'ai montrée à une collègue qui était professeure de français et qui l'utilise pour faire son examen de français. Ça, c'est très bien. Alors, juste avant de passer au dernier ouvrage, M. Ben Saada, on rappelle que vous avez quand même collaboré avec un illustrateur pour oui, un illustrateur, on a beaucoup travaillé parce qu'en fait, imaginer l'histoire, imaginer le cadre, etc. Et après, essayer de le rendre en personnage palpable, c'est difficile parce que il faut savoir comment ils s'habillaient, où est-ce qu'ils vivaient, etc. Est-ce qu'ils avaient des bijoux, s'il y avait des bijoux, comment ils étaient, etc. Donc il a fallu avoir beaucoup d'imagination. On va faire comme profiter nos chers téléspectateurs, parce que quand même l'ouvrage est accompagné de magnifiques illustrations. Il y en a partout. D'ailleurs d'un magnifique illustrateur, M. Oujdan. Oui, M. Oujdan, qu'on salue et qu'on espère avoir très très bientôt, Inch'Allah, recevoir dans l'émission. Alors j'imagine que, étant donné que vous avez collaboré de loin, j'imagine que ça a été tout un travail pour vous deux. Oui, bien sûr. Il fallait refaire à chaque fois, il faut changer ceci, il faut changer cela. En fait, le look de Tiski, il fallait trouver un peu un look qui est adapté justement. Est-ce qu'elle est blanche, est-ce qu'elle est noire? Alors que dans ce temps-là, ses habitants étaient blancs. Peut-être aussi, il y avait, parce qu'il y a beaucoup de gravures rupestres où il y a des dames qui sont d'une grande élégance. Et donc, il a fallu beaucoup travailler sur le vêtement, le bijou, etc. Ça a été un gros challenge et vraiment un travail intellectuel. Autre chose, sur les noms que j'ai utilisés comme Tiski, je me suis dit, bon, je vais aller piocher dans le dictionnaire Tamashenks et j'ai pris des mots
que j'ai coupé en syllabes et j'ai retravaillé pour donner la consonance justement de... Parce que nous ne savons pas comment il s'appelait dans ce temps-là, 5000 ans avant Jésus-Christ, c'était difficile à savoir. Donc juste pour ne pas perdre nos chers téléspectateurs, donc le Tamacher c'est le langage touareg exactement, de cette région. Qui d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui parlé. Utilisé. Ouais. Voilà. Alors, maintenant, on attaque le gros chantier, du moment, Monsieur Ben Saada, c'est l'ouvrage dont on parle partout en ce moment, à savoir Kamel Daoud, colonne contre-enquête. Un ouvrage qui a été réédité d'ailleurs. Réédité, voilà. Un ouvrage qui a été édité en 2016 chez les éditions France Fanon et qui a été réédité à travers les éditions ANEP. Récemment, tout récemment. Et que vous avez présenté au niveau du salon, le salon du livre d'Oran. Et alors, donc j'ai donné aussi une conférence qui a eu pas mal de gens qui sont venus la voir et on a eu un riche débat, vraiment un très riche débat à cette conférence-là. Alors Monsieur Bessaada, aujourd'hui, en tout cas sa réédition tombe à pic, on va dire. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe à l'échelle internationale, cet ouvrage était une nécessité. Oui. Il devait exister. Oui. Surtout qu'il fait écho à un épisode qui s'est passé en 2015, donc à Cologne. Donc c'est au niveau lors de la Saint-Sylvestre. Exactement, c'est ça. Donc alors moi j'ai beaucoup lu Kamel Daoud. Kamel Daoud est un chroniqueur au quotidien d'Oran et moi aussi j'écrivais au quotidien d'Oran, donc de manière bénévole, je veux dire. J'écrivais, j'étais publié et donc je lisais beaucoup Kamel Daoud et j'ai senti que en fait il est passé d'une critique objective de la société algérienne à l'insulte. Voilà. Et ce passage-là, je l'ai trouvé assez, disons, exécrable, mais je n'avais jamais pensé écrire un livre sur M. Daoud. C'est suite à sa chronique? Alors, la Saint-Sylvestre 2015, il y a eu des viols massifs à Cologne. La presse mondiale a parlé de cela, il y a des viols massifs et des viols qui se sont avérés faux. Voilà, donc non, mais avant cela, Monsieur Kamel Daoud écrit 2 articles, un dans Le Monde et un dans le New York Times, où il dit la misère sexuelle des musulmans. En fait, il a décrit tout cet incident-là comme étant la cause de la religion, comme étant la cause des Arabes, comme étant la cause d'un manque d'éducation, que la femme était, dans cette société-là, la femme n'avait pas de statut égal à celui de l'homme. Il a véhiculé toute une idéologie à travers l'incident. En fait, des stéréotypes, vraiment des clichés racistes, islamophobes, etc. Alors il n'a pas attendu la fin de l'enquête, parce que s'il avait attendu la fin de l'enquête, il n'aurait pas écrit les articles. Ou peut-être que oui, mais parce que lui, ça tombait vraiment dans son idéologie de dire que, en fait, les Arabes, les musulmans, les arabo-musulmans, ce qu'il appelle lui les arabo-musulmans, sont des gens arriérés, etc., qu'ils ne peuvent pas rentrer dans l'histoire, que tout ce qu'ils font. D'ailleurs, il a écrit un article à quoi sert l'arabe actuellement, quelque chose comme ça. Donc, il se pose toujours la question qu'on est des arriérés. Et il s'est avéré, en fait, que toute cette histoire a été montée par l'extrême droite allemande, qui voulait arrêter l'exode des Syriens vers l'Allemagne, alors que la chancelière allemande Angela Merkel avait dit « je suis prêt à prendre un million de réfugiés syriens ». Et vous voyez un peu cet écrivain qui... au lieu d'être objectif et d'attendre la fin des enquêtes, s'est engouffré dans un style qu'il aime bien, c'est-à-dire le style du dénigrement, vraiment gratuit de la religion musulmane et de l'appartenance, en fait, de sa société dans laquelle il a vécu, il a grandi et il est né. Et la véritable question, c'est pourquoi avoir fait ce revirement de veste, comme vous l'avez dit au début, il était dans la critique très objective.
Avant de passer vers une insulte Oui. exécrable, etc. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? voilà. Pourquoi? Alors, moi, alors pour comprendre Kamel Daoud, j'ai pris une grille de lecture qui m'a été offerte par un grand sociologue tunisien d'origine juive qui s'appelle Albert Memmi, qui a écrit Portrait d'un colonisé. Oui. Et il décrit c'est quoi un colonisé. Oui. Et quand je prends en fait la grille, ça s'applique à lui. Kamel Daoud, il dénigre la langue arabe, il dénigre sa société, et à chaque fois qu'il parle des Occidentaux, il voit en eux la lumière, le progrès, etc. Comme d'ailleurs lors d'une de ses émissions, je pense Voilà. avec Yassanamé, Ouais. il avait dit quand je suis venu à Paris, j'ai vu de la lumière Voilà, partout. partout, voilà. Oui. Alors que moi, je l'ai écrit en 2016. Lui, il l'a dit en 2024. exactement. Mais, donc, vous voyez, Oui. et pire que ça, c'est que Albert Memmi avait dit, en d'autres termes, il disait, en fait, le but ultime du néocolonisé, ou du colonisé, pour lui c'est le colonisé, mais là on parle de néocolonisé, c'est de ressembler, de se fondre à l'image du colon, de l'occidental en Ou fait. de devenir plus colon que le colon. Alors lui non, lui il a dépassé, parce Oui. que dans un de ses articles, il a écrit « Je suis plus français que les Français, je suis plus français que les Français eux-mêmes ». C'est-à-dire qu'il a dépassé ce que Albert Memmi avait prédit en fait. Oui. Moi j'ai appelé ça dans un article, j'ai appelé ça la mue imaginale, c'est-à-dire le passage de la chrysalide au papillon, de la larve au papillon. Donc, c'est-à-dire que pour lui, quand on est originaire de notre société, c'est-à-dire de la rive sud de la Méditerranée, nous sommes des larves, nous ne sommes pas grand-chose. Et les Occidentaux sont des papillons qui volent, c'est extrêmement beau. Et il a fait cette mue, surtout il a fait cette mue-là lorsque le président Macron lui a offert ça avait commencé avant, mais disons que le fait de lui avoir octroyé la nationalité française, sans pourtant qu'il réside en France, voilà. C'est parce qu'avant il se défendait d'être algérien, donc voilà. Je vis en Algérie. Exactement, il disait ça très souvent. Et dans un de ses derniers articles, d'ailleurs que j'ai montré lors de ma conférence, il parle des Algériens comme eux, il dit eux, c'est-à-dire c'est-à-dire il a, voilà, c'est eux, c'est-à-dire les Algériens, les gens de sa race, les gens de sa société, il les appelle eux, alors que lui, alors le nous, ça doit être les Français et les Occidentaux. Moi, je me rappelle en fait, en 2014, il est passé dans une émission française, et quand il a écrit son livre Meurtre contre enquête, et l'animateur, le co-animateur qui est Émeric Caron, qui est un politicien il lui avait dit, mais on a l'impression quand on lit votre livre que vous n'aimez pas votre pays, vous n'aimez pas l'Algérie, vous n'aimez pas d'être à en 2014. Et en 2014, je rappelle qu'en 2014, il avait écrit un article disant, je ne suis pas solidaire avec les Palestiniens, alors qu'il y a eu, vous en parlez d'ailleurs, j'en parle dans le livre, 4 jours avant, et il y avait une opération qui s'appelait Bordure protectrice, où il y a eu des 1500 morts, la moitié c'était des enfants, etc. Donc, et pire, il refuse de les qualifier de martyrs. Exactement, alors que maintenant c'est pire, c'est-à-dire que maintenant il a écrit, après le 7 octobre 2023, donc il a écrit un article qui disait lettre à un soldat israélien, etc. Alors que donc il compatit avec les Israéliens, il ne compatit pas avec les Palestiniens qui subissent un génocide. Et il a écrit la postface d'un livre qui s'appelle 7 octobre 2023, Pogrom, un pogrom. Donc vous voyez, donc il a complètement changé. Ils n'ont, que ce soit lui ou Boualem Sansal, n'ont jamais compati avec la cause palestinienne. D'ailleurs, ils pensent que la cause palestinienne est une cause musulmane, une cause arabe, alors que c'est une cause universelle. C'est une cause de colonisation. On a colonisé ce pays-là, et des gens étrangers sont venus prendre la terre et l'occuper. Et actuellement, la Palestine vit un
génocide qui a été... En fait, c'est des bombardements et des tueries qui ont été qualifiés de génocide par la Cour internationale. Et même par des États qui n'ont rien à voir avec le monde musulman. Exactement. Vous voyez par exemple en Irlande, des gens qui sont en Irlande ou en Amérique du Sud aussi, ou le Venezuela, ou partout dans le monde. D'ailleurs, même dans les pays occidentaux, il y a eu énormément de manifestations, des occidentaux culturels, comme Roger Waters par exemple. Exactement. Qui a toujours manifesté son soutien. Exactement. Et d'ailleurs qui ont été blacklisté, comme l'humoriste française qui a été aussi blacklistée récemment parce qu'elle a pris la défense des Palestiniens. Donc il y a en fait la cause palestinienne est une cause juste, c'est une cause humaniste qui concerne les humains, ça ne concerne pas les musulmans ou les arabes. Et lui, il choisit son camp. Lui d'ailleurs est Boualem Sansal. Boualem Sansal était déjà parti en 2012. C'est surtout sa déclaration après qui dit qu'il est revenu riche et heureux. Riche et heureux. Riche peut-être, on lui a donné un petit peu d'argent, mais heureux, heureux de voir nos frères palestiniens dans un système d'apartheid qui sont en fait Gaza est un camp de concentration à ciel ouvert, je dirais même pas une prison, c'est un camp de concentration à ciel ouvert, et nous avons vu comment l'État sioniste a complètement détruit Gaza et tué ses... Alors, on parle de 40 ou 50 000 morts, mais en fait, les vraies études du Lancet, par exemple, le Lancet avait annoncé que, avec des études vraiment sérieuses, que c'était au-delà de 180 000 morts, au-delà de 180 000 morts. C'est une abomination. C'est une abomination à ce siècle, et surtout quand on voit que ce sont les pays qui appuient cet État raciste. Ce sont des pays qui se targuent d'être les pays des droits de l'homme, etc. Donc c'est eux qui nous donnent des leçons en ce qui concerne les valeurs que nous devons adopter, mais ils sont complices. La France, les États-Unis, l'Angleterre et les autres pays sont complices du génocide palestinien. D'ailleurs, on le disait tout à l'heure en amont de la préparation de cette émission, c'est que chaque pays a sa propre ligne éditoriale. Exactement. Donc cette notion de liberté d'expression n'existe pas du tout. Alors, essayez de dire quelque chose contre D'ailleurs, il y a des humoristes et des journalistes qui ont fait les frais. Dès qu'on parle de manière un peu négativement de l'État sioniste, on se fait congédier. Oui. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on ne vous voit pas beaucoup dans le Alors moi, je suis blacklisté pour les médias français. Je suis blacklisté. J'écris en français pourtant, dans un bon français d'après mes lecteurs. Mais par contre, jamais je suis invité dans les chaînes françaises et ailleurs d'ailleurs, parce que mon discours ne porte pas. J'espère que maintenant qu'on parle de l'USAID, on va pouvoir m'inviter parce que j'ai beaucoup écrit sur l'USAID et les gens se réfèrent actuellement, on voit beaucoup de commentaires sur Twitter, Facebook, etc. Dire, lisez Ben Saada, vous allez comprendre à quoi servaient ces institutions. Quand on voit l'état des choses actuellement, M. Ben Saada, quel rôle aujourd'hui doivent jouer les médias dans cette guerre de l'information? Alors c'est très important, c'est une question très importante. Actuellement, les guerres qui se passent entre les États ne sont pas nécessairement des guerres traditionnelles. C'est-à-dire il n'y a pas de tanks, il n'y a pas de bombardements, il n'y a pas d'avions. Nous sommes de manière permanente confrontés à des guerres de 4e génération, des guerres informationnelles. Et en particulier, une nouvelle forme de guerre que j'ai donné quelques conférences sur le sujet. C'est ce qu'on appelle la guerre cognitive. C'est-à-dire essayer de faire passer un narratif à travers les biais cognitifs que les êtres humains ont naturellement. Donc on essaye de leur faire accepter des choses qui sont fausses et donc de travailler sur ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire déplacer la fenêtre d'Overton avec, pour vos téléspectateurs, la fenêtre d'Overton c'est en fait l'ensemble des idées qui sont acceptées dans une société, ça dépend d'une société et ça dépend aussi du temps, en fait c'est facteur il y a deux facteurs, le facteur espace et le facteur temps et cette fenêtre d'Overton où il y a les idées acceptées, on peut la faire bouger sur des idées qui normalement sont complètement
complètement bannis par la société, mais on les fait changer justement en utilisant des personnes comme Kamel Daoud ou Boualem Sansal. Il y en a d'autres dans d'autres pays aussi. Moi, je cite ceux-là parce qu'ils sont connus de nos concitoyens. Oui, parce que si ça vient de lui, voilà. donc forcément c'est vrai. Voilà, donc on appelle ça des informateurs indigènes, c'est-à-dire des gens qui, de par leur origine ou leur race, ou leur religion, sont spécialistes. C'est-à-dire que le seul diplôme qu'ils ont, c'est un extrait de naissance ou un certificat de religion. En fait, ils n'ont pas fait d'études, Kamel Daoud ou Boualem Sansal n'ont jamais fait d'études en théologie, mais ils vont parler de l'islam comme étant quelque chose de mauvais, etc. La déclaration récente de Boualem Sansal vis-à-vis de l'Ouest algérien. Exactement, c'est pas vraiment anodin. C'est-à-dire qu'on veut faire admettre à la population algérienne et à d'autres populations aux alentours que en fait l'Algérie s'est construite juste en 1962 et que le territoire algérien n'est pas le territoire normal et que c'est la France qui a donné, alors que nous devons comprendre que chaque millimètre carré de l'Algérie est arrosé du sang de nos martyrs. Et on le défendra, chacun des millimètres carrés, avec le sang de nos martyrs, nous le défendrons. Et il n'est pas question justement que ces informateurs indigènes puissent faire transmettre, disséminer leurs idées nocives dans la société. Et c'est à nous, les intellectuels, c'est à nous, les écrivains, c'est à nous, les universitaires, d'être vigilants par rapport à tout cela. Parce que on ne se rend pas compte, mais on est constamment bombardé. Nous vivons actuellement, l'Algérie actuellement vit une guerre de 4e génération qui ne dort pas, nuit et jour, nuit et jour. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui on passe dans les médias mainstream pour faire de la propagande, notamment à travers la sémiologie de l'image. Alors, les mainstream actuellement font de la propagande pure et dure dans tous les dossiers, que ce soit le dossier de la Palestine ou les dossiers de l'Ukraine, etc. C'est vraiment de la propagande pure. D'ailleurs, on se demande où ces gens-là ont étudié, c'est-à-dire où est la déontologie journalistique dont ils se targuent d'avoir. Ils pensent toujours que les pays du tiers-monde n'ont pas de liberté d'expression, alors qu'actuellement, nos médias sont écoutés en France et ailleurs. Tout à fait. Une dernière question, M. Ben Saada, puisqu'on arrive déjà au terme de l'émission. Est-ce que, selon vous, les intellectuels et l'élite intellectuelle algérienne doit s'impliquer davantage aujourd'hui pour la construction d'une véritable conscience politique? Alors c'est sûr et certain. Moi, mon constat est un constat négatif. Nous n'avons pas beaucoup de figures, médiatiques, issues justement de l'intelligentsia, de nos universitaires qui ont fait des études, qui enseignent aussi certaines disciplines, qui ne sont pas impliqués ou alors qui sont juste, ils regardent un peu de train passé. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Nous devons nous impliquer dans un sens comme dans un autre. Nous devons nous impliquer, mais sans suivre des agendas étrangers. Mais nous devons nous impliquer et nous devons avoir la possibilité de faire des débats constructifs et des débats contradictoires aussi. Bien sûr, on peut il n'y a personne qui détient la vérité, mais de la discussion jaillit la lumière. Et sur ces belles paroles, je vous dis merci beaucoup, Monsieur Ahmed Ben Saada, d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un magnifique échange avec vous, bien que court malheureusement. Et on a essayé un peu de faire un peu le tour de votre carrière et de tout ce que vous avez fait. Merci on vous souhaite de votre bon courage. On vous souhaite bon courage pour la suite de vos projets. Parce que vous travaillez actuellement sur... oui, je travaille sur un nouveau livre. Est-ce qu'on peut en parler brièvement? Oui, alors ça va être un truc qui touche en fait le sionisme et le Maroc. J'en dis pas plus. Très bien. Est-ce qu'une date de publication? Alors c'est très difficile dans mon cas parce que je suis déjà en retard. Ah d'accord, d'accord. Je suis déjà en retard de Paris. En tout cas, on nous souhaite une sortie imminente et on sera là pour le découvrir avec la plus grande curiosité. Merci beaucoup à vous, M. Ben Saada, et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans un nouveau numéro avec un nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.